Un double attentat contre les intérêts américains en Afrique de l'Est, sans doute des voitures piégées qui explosent contre les ambassades de Nairobi et de Dar es Salaam. Les dégâts sont considérables, il y aurait des dizaines de morts au Kenya et 6 dans la capitale tanzanienne. Le président Clinton parle d'actes répugnants et inhumains. La mise en examen de François Léotard, la juge les suspecte de blanchiment d'argent pour financer l'ancien parti républicain. Les deux hommes contestent ces accusations. L'été s'est installé sur toute la France, l'été et ses températures caniculaires, un beau week-end en perspective avec quand même des alertes à la pollution sur beaucoup de villes en France. Et puis nous parlerons football avec la reprise du championnat de première division. Ce soir en match avancé, Lorient reçoit Monaco, une des grosses pointures du championnat. Nous irons aussi à Marseille qui affiche de grandes ambitions. Madame, Monsieur, bonsoir. La plupart des pays occidentaux se disent horrifiés par le double attentat qui s'est produit ce matin en Afrique de l'Est. Sans doute 2 ou 3 bombes, des voitures piégées qui ont explosé à 5 minutes d'intervalle près des ambassades américaines du Kenya et de la Tanzanie. À Nairobi, au Kenya, les morts se comptent par dizaines et les blessés par milliers. Au moins 6 Américains ont été tués à Dar es Salaam. Le bilan est moins dramatique pour l'instant. On parle de 6 morts. Le récit de Éric Monnier. Un amas de béton et de ferraille. C'est ce qu'il reste du petit immeuble jouxtant l'ambassade des États-Unis à Nairobi. L'explosion est survenue à une heure de grande affluence, à l'heure où les rues sont bondées. Les sauveteurs rapidement sur place, des militaires et de simples passants évacuent les premiers blessés, certains gravement atteints. Dans un rayon de 400 mètres, tous les immeubles ont été endommagés. Mais c'est de cette banque qu'on extraira le plus grand nombre de morts et de blessés. Nous avons entendu un grand bang et les gens se sont mis à crier. Les voitures se sont disloquées et les gens ont été projetés un peu partout. Il y a encore beaucoup de gens qui sont encore vivants et qui sont coincés sous les gravats. Il nous faut des grues pour soulever le béton. À l'heure qu'il est, les opérations de sauvetage ne sont pas terminées. C'est l'ambassade américaine, située juste en face du petit immeuble détruit, qui était visée. Elle aussi a été touchée. Selon le dernier bilan, 4 Américains ont été tués, 3 autres sont présumés morts dans l'attentat. L'ambassadeur américain, elle, n'a été que légèrement blessé. Autour de l'ambassade, des agents de sécurité en armes tiennent éloignés les curieux. Sur le parking, juste derrière, au moins 6 voitures calcinées, l'une d'entre elles, au moins, est suspectée d'avoir contenu la bombe. Quasiment simultanément à Dar es Salaam, en Tanzanie, le pays voisin. Un scénario identique. Une autre voiture piégée près de l'ambassade américaine. Le quartier est excentré, réservé aux ambassades et résidents étrangers. L'ambassade de France, juste en face, a été légèrement touchée. Une fumée extrêmement noire et des flammes se voyaient à l'intérieur même de l'enceinte américaine. Donc on s'est précipité à l'extérieur. Et puis quelques instants après, nous avons vu des diplomates américains qui, tant bien que mal, essayaient de sortir, du personnel local également qui essayait de sortir de l'ambassade des États-Unis, qui sont venus se réfugier chez nous parce qu'ils ne savaient pas très bien eux-mêmes ce qui était en train de se passer. 6 morts, une dizaine de blessés. D'ores et déjà, la sécurité a été renforcée dans tous les bâtiments diplomatiques américains des pays voisins. Et Bill Clinton, le président américain, a qualifié ces actes de violence terroriste répugnants et inhumains. On a appris aussitôt que des experts américains étaient dépêchés sur place. Marius Burgo à Washington. Washington, quelques heures après les 2 attentats perpétrés en Afrique, Bill Clinton a le visage des mauvais jours. C'est la nation américaine qui vient d'être frappée via ses ambassades au Kenya et en Tanzanie. Ces actes de violence terroriste sont répugnants, ils sont inhumains. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour mener les responsables devant la justice, quel que soit le temps et les moyens nécessaires. Les États-Unis se sont donc réveillés ce matin avec les flashs spéciaux des télévisions. Des images qui ne vont pas manquer de choquer le peuple américain. La photo de l'ambassadeur américain au Kenya, légèrement blessé, les experts qui se suivent pour tenter d'avancer un début d'explication. Et les heures qui passent avec l'augmentation du nombre de victimes, dont des Américains. En fin de matinée, le département d'État décide d'envoyer sur place un avion de transport et un avion hôpital avec des équipes de médecins.
Des agents du FBI sont aussi sur le départ pour aller enquêter sur place sur les responsables et les commanditaires de ces attentats. Maryse Burgot, bonsoir, vous êtes à Washington. On sait que l'ambassade des États-Unis en Ouganda a été évacuée par mesure de précaution. On sait aussi que Madeleine Albright, la secrétaire d'État américain, est rentrée précipitamment. Alors quelle est l'ambiance dans la capitale américaine ? Eh bien écoutez Benoît, l'Amérique est évidemment très choquée ce matin, même si ce pays qui est une grande puissance commence malheureusement à avoir l'habitude de ce genre d'attaque. Le dernier attentat anti-américain à l'étranger est relativement récent, c'était à Dhahran en Arabie Saoudite en 1996, il avait fait 19 morts. Mais l'attentat d'aujourd'hui replonge surtout l'Amérique dans les années 1983-84. Rappelez-vous, à cette époque, 2 attentats à Beyrouth au Liban avaient causé la mort de plus de 256 soldats américains. Maryse, est-ce qu'on évoque déjà des pistes, des hypothèses sur les auteurs de ces attentats ? Eh bien écoutez, on constate une certaine prudence de la part des commentateurs. On constate d'abord que les attentats ont eu lieu au Kenya et en Tanzanie et que ce sont 2 pays avec lesquels les États-Unis avaient d'excellentes relations, donc on s'en étonne. Ensuite, les journalistes ne se risquent pas à beaucoup d'hypothèses car rappelez-vous que lors des attentats d'Oklahoma City mais aussi lors des attentats des JO d'Atlanta, ils s'étaient totalement trompés sur les commanditaires, en tout cas au tout début de ces affaires. Donc aujourd'hui, tout le monde ici est extrêmement prudent sur les différentes hypothèses. Merci Maryse Burgot. Lionel Jospin a fait part à Bill Clinton de sa très vive émotion et lui a assuré du soutien de la France. Bien sûr, même si ces attentats n'ont pas encore été revendiqués, on se demande qui a pu avoir intérêt à s'en prendre de cette façon aux États-Unis. On sait par exemple que le djihad égyptien avait menacé Washington récemment. Les pistes possibles avec Jean-Marc Ilouz. Les derniers à avoir directement menacé l'Amérique au nom de l'islam politique sont égyptiens, organisateurs de cet attentat contre le ministre de l'Intérieur au Caire en 1993 et membres du djihad égyptien. C'était hier qu'ils accusaient par communiqué les services américains d'avoir fait extrader de l'Albanie vers l'Égypte l'un de leurs frères condamné à mort par contumace. Mais le djihad égyptien décimé par la police n'a jamais disposé de moyens, surtout suffisants, pour 2 attentats comme ceux d'aujourd'hui. Le dernier attentat anti-américain en terre d'islam, c'était en Arabie Saoudite en 1996. 19 morts, tous américains, et plus de 300 blessés après l'explosion sur cette base américaine d'un camion bourré de 2 tonnes d'explosifs. Après avoir montré du doigt l'Iran, l'Arabie admettait à demi-mot que les terroristes étaient des Saoudiens aidés par l'étranger, sans autre précision. Mais l'ennemi numéro 1 des États-Unis en Afrique, c'est le Soudan de Hassan el-Tourabi, idéologue de l'islam conquérant et inspirateur d'un État considéré par Washington comme un camp d'entraînement de terroristes, au même titre que l'Afghanistan et même avant l'Iran. Contenir le Soudan islamiste en bétonnant ses voisins immédiats comme l'Ouganda, l'une des raisons majeures de la conférence réunie à Kampala cette année par Bill Clinton lors de la première tournée africaine d'un président des États-Unis. Les États-Unis très impliqués en Afrique de l'Est dans le soutien des régimes de l'ethnie Tutsi, ici Clinton à l'étape rwandaise, mais aussi au Zaïre et en particulier au Kivu, région minière stratégique d'où partit naguère le tombeur de Mobutu et où s'installe aujourd'hui une révolte contre le héros d'hier, le président Kabila du Zaïre. Cible des attentats d'aujourd'hui, Kenya et Tanzanie, 2 petits pays abritant des minorités entre autres musulmanes de l'Inde ou du Pakistan, mais dont les relations avec les États-Unis ne posaient guère de problème. Les États-Unis, dont la flotte dans l'océan Indien, avaient fait du port kényan de Mombasa le centre de son dispositif opérationnel en Afrique orientale. Philippe Le Marchand, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Sciences Politiques à Paris. Vous avez d'ailleurs dirigé la publication d'un atlas des États-Unis dont le sous-titre s'appelle justement « Les paradoxes de la puissance américaine ». Alors, vous venez d'entendre ces hypothèses de Jean-Marc Ilouz, ou en tout cas ces débuts de piste de réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses possibles? Je crois qu'il faut être effectivement très très prudent. Mais si on regarde l'actualité de ces derniers jours, les États-Unis pourraient être exposés, d'une part vis-à-vis de l'Irak, avec la rupture entre la commission d'enquête de l'ONU sur le désarmement de l'Irak et le gouvernement de Bagdad, et d'autre part avec le processus de paix, ou plutôt l'arrêt du processus de paix israélo-arabe.
Compte tenu de la puissance des États-Unis, c'est maintenant le nouveau gendarme du monde, il est présent partout, donc il y a plein de gens, entre guillemets, qui peuvent avoir intérêt à ce genre d'attentat, c'est ce que vous voulez dire? Oui, tout à fait, et en particulier sur ces dossiers-là. En Iran, les États-Unis essayent aujourd'hui de faire un retour diplomatique, et je pense que l'Iran doit être totalement écarté comme commanditaire possible pour cet attentat. En revanche, l'Irak a fait savoir très récemment qu'il ne se laisserait pas l'embargo se prolonger sans agir. En ce qui concerne le conflit israélo-arabe, les États-Unis avaient donné l'impression de rééquilibrer un petit peu leur position en commençant à dénoncer Israël comme le responsable de l'arrêt du processus de paix. Et je crois que sur ces dossiers, ils sont particulièrement exposés. Un tout petit mot sur le choix de la cible. Ce sont des pays où les Américains sont très puissants. L'ambassade Ils sont très présents. L'ambassade des États-Unis à Nairobi est la plus grosse d'Afrique noire. Il y a plus de 200 personnes dans cette ambassade, soit pratiquement autant qu'à Paris. C'est l'équivalent de Paris et c'est une cible très importante pour les États-Unis en tout cas. Tout à fait, c'est un pays représentatif. Merci en tout cas pour ces précisions. Les plus cyniques aux États-Unis diront peut-être que ce drame occulte les révélations faites hier par Monica Lewinsky. Pendant 9 heures devant le grand jury, l'ex-stagiaire de la Maison-Blanche a détaillé sa relation avec Bill Clinton, mais sans dire pour autant que le président américain l'ait incité d'une quelconque façon à mentir devant la justice. François Cornet. Sobre tailleur bleu marine, son épaisse chevelure brune soigneusement coiffée, le visage grave, Monica Lewinsky, 25 ans, vient de témoigner durant toute la journée de jeudi devant le grand jury. Elle ne dira rien à sa sortie du tribunal fédéral de Washington. Selon la chaîne américaine CNN, l'ancienne stagiaire de la Maison-Blanche aurait reconnu avoir eu des relations sexuelles avec le président américain de novembre 1995 à l'été 1997. Au total, une douzaine de rapports, y compris à la Maison-Blanche. Monica Lewinsky aurait répondu en détail à toutes les questions, y compris les plus intimes, des 23 jurés populaires qui font office de chambre de mise en accusation. Clinton et elle auraient discuté des moyens de cacher leur liaison, mais le président ne lui aurait jamais explicitement demandé de mentir devant la justice. Monica a témoigné complètement et sincèrement, a déclaré à la presse sa porte-parole, sans rappeler toutefois qu'elle bénéficiait d'une immunité totale, la préservant de toute poursuite pour ce qu'elle a eu à dire devant la justice. Pas un mot non plus sur la robe de Monica, tachée selon elle de sperme présidentiel et soumise actuellement à analyse. Pendant ce temps, dans la roseraie ensoleillée de la Maison-Blanche, Bill Clinton présidait une cérémonie d'anciens combattants. Il témoignera à son tour le 17 août, mais par vidéotransmission depuis la Maison-Blanche. Hier soir, pour éviter les questions de la presse après les révélations de Monica, il avait trouvé la parade avec sa fanfare, jouant plus fort que d'habitude pour couvrir les questions indiscrètes. En Grèce, la situation s'est un peu calmée autour d'Athènes où la plupart des foyers ont été maîtrisés et paraissent maintenant sous contrôle. En revanche, d'autres incendies font rage dans une douzaine de départements grecs, notamment dans le Péloponnèse. Nos envoyés spéciaux Jérôme Laurent et Laurent Amida ont suivi le travail des pilotes de Canadair français venus épauler leurs confrères grecs. Le Péloponnèse, dans la tourmente des incendies. À quelques kilomètres du berceau mythique des Jeux Olympiques, les Canadair français plongent dans le brasier à près de 200 km/h. Base militaire aérienne d'Elefsina, à l'ouest d'Athènes. Les pilotes des 3 Canadair de la sécurité civile ont à peine le temps de descendre de la carlingue qu'un responsable les informe déjà sur l'évolution des feux de forêt. Faut faire aujourd'hui, il était pratiquement calmé hier, il pensait même l'arrêter, mais il voulait nous envoyer sur ailleurs, quoi. Ce matin ça repris de plus belle, donc ils vont nous envoyer là-dessus. Pour les pilotes, c'est une première. Jamais auparavant, les Canadair français n'étaient intervenus en Grèce. Ils effectuent avec les autorités locales un dernier repérage des lieux avant de s'envoler sur zone. On a vraiment peur pour le site archéologique de l'Olympie. Un site très célèbre, où, vous le savez, ont été créés les Jeux Olympiques. Aux commandes de son appareil, le pilote fait un rapide état des lieux avant d'intervenir. À tour de rôle, les 3 Canadair français vont tenter d'arrêter la progression du feu qui s'est propagé sur un front de 15 km. Pour contenir l'incendie, chaque avion devra effectuer une vingtaine de largages. La mission est éprouvante. Les Canadair vont écoper dans un lac, à quelques kilomètres du foyer. Ils effectueront ainsi un maximum de rotation.
En une journée de travail, les pilotes auront réussi à contenir la progression du feu. Les pilotes de la sécurité civile ont été félicités aujourd'hui par le ministre de la Défense grec pour leur travail décisif dans le Péloponnèse. Sur le front des incendies, la situation est loin d'être maîtrisée ce soir, mais en tout état de cause... Nous n'avons pas d'image de la Chine ce soir, mais selon l'agence d'information Chine Nouvelle, la digue principale qui contient le Yangtze a cédé. On ignore tout des victimes éventuelles, mais selon l'agence, une grande partie d'une ville de 400 000 habitants est maintenant sous 2 mètres d'eau. En France, la principale actualité est politique. François Léotard et son bras droit, M. Renaud Donadieu de Vabre, ont été mis en examen pour blanchiment d'argent par le juge Wisniewski, une mise en cause que les 2 hommes contestent fortement. Les explications de Jeff Winterberg et de Jocelyn Lermusio. Sourire accroché aux lèvres, c'était avant d'arriver au palais de justice ce matin. François Léotard répond à une convocation de Laurence Wisniewski. Il sait ce qu'il attend. Dans le petit bureau du magistrat, l'entretien sera bref et sa conclusion sans surprise. Une mise en examen pour blanchiment d'argent. À sa sortie, l'ancien ministre est en colère, il insulte un groupe de journalistes, menace physiquement un reporter qui veut l'interviewer. François Léotard accuse le coup. Avec lui, Renaud Donadieu de Vabre, son ancien bras droit, est aussi mis en examen pour blanchiment. L'affaire a pour point de départ cet immeuble du 7e arrondissement de Paris, l'ancien siège du Parti républicain, dont François Léotard est alors le président. Nous sommes en 1996. Pour procéder à l'achat de ces locaux, le parti obtient un prêt de 5 millions de francs d'une petite banque italienne, le Fondo, basé à Milan. Or, dans le même temps, 5 millions de francs en espèces sont versés à des dirigeants de cette banque sur un compte luxembourgeois. De l'argent qui aurait ainsi été blanchi, voilà ce que soupçonne la justice. Renaud Donadieu de Vabre le reconnaît, c'est bien lui qui a remis la somme, mais en revanche explique aujourd'hui sa défense, il n'y avait aucun argent sale dans cette transaction. Le PR était un très mauvais débiteur, qui était endetté, d'une part, qui avait fait l'objet de décisions d'expulsion de son siège, et que personne ne voulait lui faire crédit, même contre des garanties. Les fameux 5 millions proviendraient donc des fonds secrets de Matignon, une enveloppe votée annuellement par l'État et dont l'utilisation n'a pas à être justifiée. Judiciaire, l'affaire a en tout cas un fort arrière-goût politique pour François Léotard qui digère très mal la prise de position de ses anciens amis. Démocratie libérale, nouvelle appellation du Parti républicain aujourd'hui dirigé par Alain Madelin, s'est porté partie civile dans ce dossier. Il y a du règlement de compte dans l'air. À Grenoble, le tribunal administratif a annulé le contrat de distribution des eaux qui liait la ville à la Lyonnaise des Eaux. Ce contrat avait pourtant été renégocié en 1996 par la nouvelle municipalité socialiste qui avait succédé à Alain Carignon, lui-même condamné dans cette affaire. Les spécialistes français s'interrogent toujours sur l'origine de l'épidémie de légionellose qui a frappé pendant le mondial. 4 personnes ont succombé à cette maladie du légionnaire et ce seraient les systèmes de climatisation de certains grands immeubles des 9e et 2e arrondissements de Paris qui pourraient être à l'origine de l'épidémie. Juliette Lambeau et Jean-François Chevet. La découverte de 20 cas de légionellose pendant la Coupe du Monde a donné l'alerte. L'épidémie a fait pour le moment 4 victimes. C'est la première fois que la contamination se fait par l'atmosphère. En effet, seul point commun des personnes touchées par la bactérie, elles ont toutes à un moment donné résidé, travaillé ou simplement déambulé dans 2 quartiers de Paris, le 9e et une partie du 2e. On n'a pas absolument la certitude que de nouveaux cas vont peut-être survenir. On a quand même une forte présomption que l'essentiel de la vague épidémique s'est produit dans la 2e quinzaine du mois de juin et que le problème est en train d'être résolu. Aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 14 juillet. L'hypothèse probable, une dissémination de la bactérie par des tours réfrigérantes situées sur le toit des immeubles. Pour le moment, des analyses sont en cours et par prudence, le préfet de Paris a demandé aux propriétaires des arrondissements concernés de faire vérifier toutes ces installations. Les symptômes de cette maladie, une toux sèche, une fièvre importante, des douleurs articulaires et musculaires. Détectées à temps, elles se soignent très bien grâce aux antibiotiques, mais restent mortelles dans 15 à 20% des cas. Avec quelques difficultés sur ces images. Ce soir, la gendarmerie nationale remercie tous ceux qui ont manifesté leur soutien au maréchal des logis-chefs Nivelle, qu'il s'agisse de simples particuliers, de sportifs, de journalistes en France ou en Allemagne, puisque la population d'Outre-Rhin s'est particulièrement mobilisée. Anthony Orliange. Daniel Nivelle va mieux. Sorti du coma, le gendarme pourrait quitter l'hôpital de Lille d'ici 1 à 2 semaines pour entamer sa rééducation. À Tholan, dans le Pas-de-Calais, où Daniel Nivelle a passé son enfance, les 80 habitants préfèrent rester discrets sur l'agression dont a été victime leur ancien voisin. Mais l'amélioration de son état de santé redonne le sourire. Ah oui, ils sont très contents.
De toute manière, c'est normal, hein. Arriver là, mais quand on en parle, eh ben, les gens, ils disent, tiens, alors là, il est sauvé carrément, il n'y a plus que la rééducation à faire. Alors, c'est un bon moment, quoi. Même soulagement dans l'escadron de gendarmerie mobile auquel appartient le blessé. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la gendarmerie nationale remercie tous ceux qui, par leurs gestes, paroles ou témoignages, ont conforté les proches de Daniel Nivelle. Et l'émotion dépasse les frontières. En juin dernier déjà, des supporters allemands, choqués par l'agression, vendaient des t-shirts de soutien aux gendarmes. Depuis Outre-Rhin, la solidarité est passée à la vitesse supérieure. En 2 mois, plus d'1 million de Deutschmark ont été collectés à l'intention de la famille du gendarme, soit près de 3,5 millions de francs. Grâce aux dons reçus, le journal à sensation Bild, dont les photos ont permis l'arrestation des suspects, s'apprête à signer un chèque de 240 000 marks. L'ampleur du mouvement de générosité a surpris la rédaction. Pourquoi la population a-t-elle donné autant? C'est très clair. Les Allemands sont indignés, ils sont bouleversés par cet acte de violence. Ils ont besoin d'exprimer leur compassion, ils ont besoin d'exprimer leur honte, leur rage, et cela s'est manifesté par des dons. La famille du gendarme blessé devrait recevoir tout cet argent à la fin du mois, mais il n'y a qu'une seule chose qui compte, que Daniel Nivelle reprenne une vie normale le plus vite possible. Dans la région lyonnaise, une information judiciaire a été ouverte contre les pirates de la route qui multiplient les agressions contre les automobilistes isolés. Et puis, dans le département de l'Aisne, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver l'homme de nationalité allemande qui s'est évadé de l'hôpital psychiatrique de Prémontré. Il purgeait une peine pour viol et pour meurtre. À chaque jour, sa bonne nouvelle sur le front de l'économie et du moral des Français. Aujourd'hui, ce sont les ventes dans la grande distribution qui ont très bien marché en juillet, avec des hausses de près de 5% dans les hyper et les supermarchés. Certains rayons sont particulièrement visités, celui du bricolage cette saison, et bien sûr celui du sport et des activités de plein air. Yasmina Farber et Diane Richard. Du soleil, des touristes, du sport à la télé, un cocktail tout bénéfice pour ce magasin d'articles de sport. En juillet, les responsables notent une progression de 15% de leur chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier et 13% de passages en caisse supplémentaires. Un événement récent n'est pas étranger à ces chiffres. Donc on arrive sur le rayon sport collectif où les ventes ont été dopées sur le mois de juillet avec l'effet Coupe du Monde bien évidemment. Où les prévisions et les résultats de ce rayon ont été doublés, grâce notamment à la vente de ces maillots de l'équipe de France, de tous les maillots d'équipe en général. Même constat au rayon télévision de cet hypermarché qui préfère garder ses chiffres secrets. Une chose est sûre, les ventes de l'équipement de la maison sont en hausse. Le magasin a un atout, une clientèle de vacanciers. Que ces personnes-là donc équipent leur résidence secondaire en tabletop, en micro-ondes, en petite télé 36, 55, ventilateur, climatisation, tous ces produits qui sont de première nécessité dans la région. Les consommateurs sont-ils plus cigales en été, plus enclins à dépenser? Chacun a ses raisons. Est-ce que vous dépensez plus en été? Oui, bien sûr, parce que je prends des boissons, beaucoup de boissons. Pour les boissons qui augmentent votre budget? Ah, mon budget, oui, bien sûr, oui, triple ou quadruple, carrément. On est en vacances, donc on dépense. Je constate qu'ils se libèrent dans tout ce qui est micro-informatique, téléphonie mobile, tout ce qui est gros appareils électroménagers haut de gamme. Et c'est sûr que depuis 2 mois, on sent un frémissement vers le haut. Traditionnellement, juillet est un bon mois pour la grande distribution. Les gestionnaires espèrent évidemment que le moral des ménages restera au beau fixe pour la rentrée. Et puis sachez que le consortium de réalisation du Crédit Lyonnais a officiellement mis en vente la compagnie d'aviation AOM, 2e compagnie française. Le week-end s'annonce chaud, très chaud même pour certains, notamment dans la moitié nord de la France. Ce sera sans doute le premier grand week-end d'été. Jacques Cardoz et Vincent Dezombre sont allés voir ceux qui s'en réjouissent à Marseille, mais aussi ceux qui en souffrent, notamment les personnes âgées. Si certains s'en plaignent, d'autres en profitent. La chaleur n'a pas découragé les amateurs de sable fin, bien au contraire. La plage du Prophète, située en centre-ville de Marseille, n'a pas désempli de la journée. On est cramé, voilà. On rentre à la maison, on prend une bonne douche, on mange et on se couche. Regardez. Trop chaud? Ah oui, il fait trop chaud, c'est vrai. Ils l'ont dit en plus. Et demain, c'est pire.
Des températures à la hausse, un vent faible, cocktail réuni pour un niveau d'ozone trop important. Air Marex, l'équivalent d'Air Paris à Marseille, surveille la qualité de l'air. Hier, le niveau de pollution 2 a été atteint par 2 fois à Marseille et aujourd'hui, autour de l'étang de Berre. On a dépassement de certains seuils, et notamment le seuil de 180 microgrammes par mètre cube sur 1 heure. Il est recommandé effectivement au niveau sanitaire, donc aux personnes âgées, aux enfants, à toutes les personnes qui peuvent présenter éventuellement des insuffisances respiratoires, de ne pas pratiquer d'activité physique intense aux heures de plus forte chaleur. Ici, ce sont les sorties qui ont été supprimées. Les 110 pensionnaires de cette maison de retraite sont surveillés par un personnel médical important. Première recommandation par ces temps de canicule, l'hydratation, il faut boire plus d'1,5 litre par personne. On veille à ce qu'ils boivent, on essaye de les habiller légèrement, d'éviter qu'ils se couvrent. Les personnes âgées ont toujours froid, ils ont toujours tendance à se surcouvrir et on les surveille vraiment de très très près. Et puis il y a ceux qui se frottent les mains. La canicule fait aussi grimper la fréquentation des parcs d'attractions. Aquacity attend 5000 personnes ce week-end. Ça va, c'est supportable. Moi, j'ai eu plein de pluie dans l'Oise. Ça me fait du bien. Pas question donc de faire la fine bouche après un mois de juillet pauvre en ensoleillement, d'autant qu'il existe toujours des moyens de se rafraîchir. Une des conséquences de la canicule, c'est bien sûr la pollution. Dans les Bouches-du-Rhône, la situation s'est déjà fortement dégradée, on vous le disait, ainsi que dans la région de Toulouse et à Poitiers, où le niveau 2 d'alerte a été dépassé. À Paris, le maire demande aux automobilistes de ne pas se servir de leur voiture quand c'est possible. Le grand événement du week-end, ce sera bien sûr la reprise du championnat de France de première division, avec Marseille qui s'apprête à recevoir Nantes. Marseille avec des effectifs renforcés. Et puis ce soir, Monaco, une autre grande pointure de ce championnat de France avec le Paris Saint-Germain se déplace à Lorient. Quand on regarde où jouent les 22 héros de la Coupe du Monde, on s'aperçoit que seuls 8 joueurs évoluent en France, comme Blanc, Pires ou Dugarry à Marseille, on vient de le voir. En revanche, 14 autres jouent à l'étranger. Les Lizarazu, Desailly, Thuram, Deschamps, Carambeu, Zidane et j'en passe ont tous choisi des championnats étrangers. Un gage bien sûr de leur qualité puisqu'ils ont été débauchés et une interrogation sur le championnat français qui peine à les retenir en France. Alors Valérie Fourniou s'est rendue à Arsenal. Dans la reprise du championnat anglais, ce sera dans une semaine. Mais là-bas, depuis Cantona, on adore les joueurs français. Ils sont 6 à évoluer à Arsenal, dont 2 de la bande à Aimé Jacquet, Patrick Vieira et Emmanuel Petit. Motivé, en forme, Emmanuel Petit a retrouvé son maillot d'Arsenal et son grand complice, Patrick Vieira. L'homme qui lui a donné l'occasion de marquer le 3e but lors de la finale contre le Brésil au Stade de France. Et ici, à Londres, les Bleus commencent à leur manquer. Je vais vous faire un aveu, quand je suis parti de la Coupe du Monde, j'avais l'impression qu'on m'enlevait quelque chose. D'un côté, vivre 65 jours ensemble entre 4 murs et nous sortant simplement que pour s'entraîner ou jouer, ça commence à devenir très pesant. Mais d'un autre côté, je crois que c'était une aventure exceptionnelle. Et l'aventure anglaise, qui s'annonce pour lui, risque d'être éprouvante. Après seulement 15 jours de repos, le premier match d'Arsenal se joue dimanche. Il faut savoir qu'en Angleterre, il n'y a pas de trêve hivernale. Donc ça fait 1 an qu'on n'arrêtait pas de jouer. Avec 15 jours de vacances, je crois que ça va. J'ai peur que d'ici 6 mois, nous accusions le coup. Et c'est vrai aussi que chaque année, lorsque vous regardez tous les clubs qui sont engagés dans la Champions League, beaucoup laissent des plumes dans leur propre championnat. Physiquement, je peux pas dire que je suis prêt. C'est vrai que je suis pas prêt pour jouer peut-être tous les matchs. Mais bon, peut-être que je jouerai un petit bout du match ou peut-être que je jouerai, je sais pas. Fatigué, Patrick Vieira. La saison dernière fut chargée. Il est non seulement champion du monde, mais aussi avec Arsenal, champion d'Angleterre et vainqueur de la Cup. Aujourd'hui, l'entraîneur du club anglais, un Français lui aussi, a 3 champions du monde dans son équipe. C'est facile parce qu'ils sont intelligents, donc plus les joueurs sont intelligents, plus c'est facile pour un entraîneur. Et je crois qu'ils le sont, donc ils comprendront très bien eux-mêmes que ce qu'ils ont fait c'est bien, mais la vie ne s'arrête pas là et que le véritable champion relève ce qui est devant lui et ne s'endort pas sur ce qu'il a fait. Au total, 6 joueurs français jouent à Arsenal en Angleterre. Les Frenchies ont décidément conquis les Anglais. L'inquiétude dans le camp d'Éric Escoffier, l'alpiniste français. Il est officiellement porté disparu dans la chaîne de l'Himalaya. Alexandre Cara. Éric Escoffier, c'est l'enfant terrible de l'alpinisme français. Dans les années 80, il se fait connaître par des défis un peu fous et par sa désinvolture qui va parfois jusqu'à la provocation.
En 1986, l'affrontement Escoffier-Profit pour la conquête de la face nord des Grandes Jorasses, relayée par la télévision, captive la France entière. Mais depuis le 28 juillet, c'est le silence radio. Plus de nouvelles d'Escoffier, parti à l'assaut du Broad Peak, un sommet de la chaîne de l'Himalaya, situé au Pakistan. Il a été aperçu pour la dernière fois ce jour-là à 7600 mètres d'altitude, avec un autre alpiniste, Pascal Bessières. À 38 ans, Éric Escoffier avait déjà conquis 5 des 14 sommets de plus de 8000 mètres de la chaîne himalayenne. Il voulait tous les vaincre comme une revanche sur la vie. Car depuis un accident de voiture, il y a 10 ans, Éric Escoffier avait en partie perdu l'usage d'une jambe. Mais même handicapé, ce chamoniard n'a jamais renoncé à la passion de sa vie, la montagne. Par ailleurs, dans les Alpes, 2 alpinistes français ont fait une chute sur la face nord de l'Hollande, dans le massif de l'Oisan. Les 2 hommes d'origine parisienne ont été tués. 9 autres ont dû être secourus par hélicoptère. 2 mots encore de l'étranger, avec d'abord cette mise en garde du gouvernement français au président Milosevic sur le Kosovo. Il le somme de mettre un terme à ses opérations militaires dans la région. L'OTAN a déjà fait savoir qu'une opération militaire était techniquement possible. Et puis au Congo, à Brazzaville, un homme d'affaires français a été assassiné ainsi que son garde du corps. Le 28 janvier dernier, c'était un prêtre français qui était également tué par des inconnus. Tout à fait à côté, dans la République du Congo, cette fois, c'est le Quai d'Orsay, Paris, qui demande aux ressortissants français de quitter le pays. Le cinéma maintenant, avec l'arrivée d'un film américain et le retour d'Eddie Murphy. Le film s'appelle Dr. Dolittle, un médecin assez spécial qui parle aux animaux. C'est une comédie, bien sûr, vous l'aurez compris. Et pour faire parler ces fameux animaux dans la version française, on a fait appel à certains acteurs de renom comme Jean Rochefort, Stéphane Auman et Jean-François Chevet. Bon, alors je te mets sur la voie. Je suis plein de poils. Je suis capable de faire 500 bébés par an. Oh, mais ton petit cul poilu. D'habitude, il ne leur manque que la parole. Mais le docteur Dolittle, vétérinaire pas bête, a un don de la nature. Le qui n'a pas encore fini. Il parle aux animaux avec des mots. Arrête, s'il te plaît, je vais te vomir. La ferme. Tu sais que je t'entends très bien. La ferme. Ralentis, Doc. Sans blague, j'ai les moustaches qui partent en vrille. C'est rien. Des acteurs un peu cabots prêtent leur voix aux bêtes. Au cinéma, cela s'appelle faire la synchro. Dans le rôle du tigre dépressif, Jean Rochefort. Quelle belle! La chasse est ouverte. Jouer un tigre, c'est une proposition assez rare. Et c'était amusant. Je suis assez proche, moi, de tout ce qui concerne le monde animal. Ça a été... Elle veut faire de la synchro. Je vais faire une recherche manuelle. Avec Dr. Dolittle, Eddie Murphy espère relancer sa carrière. Comme son précédent film intitulé Professeur Folding, celui-ci est un remake d'une comédie des années 60. Si j'aurais pas venu. L'intrigue est conventionnelle, mais le divertissement plaira aux petits. Parler avec les animaux est un rêve de môme. Dans son enfance, Jean Rochefort a fréquenté assidûment les zoos. Et les bêtes lui ont appris quelques secrets. Dans mes interprétations, quand je suis devenu adulte, j'ai toujours essayé de mémoriser des comportements animaux pour donner à mes personnages un mouvement spécifique, un comportement spécifique. Je suis un acteur zoologique. Grâce au dresseur, toute la ménagerie a appris à faire du cinéma. Chez le docteur Dolittle, les rôles sont inversés. Les hommes sont un peu fous et les animaux savants. Sorry. En musique maintenant, le nouveau phénomène nord-américain s'appelle Shania Twain, une jolie Canadienne d'origine indienne qui a déjà vendu 13 millions d'albums aux États-Unis. Maintenant, bien sûr, elle vise l'Europe. Olivier Lenouza et Christophe nous la font découvrir. San Francisco, les États-Unis qui vibrent au son d'une voix. La voix d'une cowgirl qui a vendu son premier album à 13 millions d'exemplaires, dont le disque a totalisé plus de 100 semaines en tête des meilleures ventes. La voix et le sourire de Miss Twain, une artiste de 32 ans, originaire d'une tribu indienne. Shania lancée sur le sentier de la gloire, dont le prénom signifie « Je suis en chemin ». C'est toujours un nouvel endroit pour moi. Où que j'aille, je suis en chemin. Je veux rester sur mon chemin pour toujours, je ne veux jamais me poser. Avec son premier album, Shania Twain a accumulé une quinzaine de récompenses. Élue révélation de l'année en 1995 aux États-Unis, l'aventure musicale de la jeune femme a commencé à Timmins, sa ville natale, un coin perdu quelque part dans le Grand Nord canadien.
J'ai chanté pour la première fois dans des clubs à l'âge de 8 ans. J'ai écrit mes premières chansons à 10 ans et depuis cette époque, je fais tout d'une façon professionnelle. Chanter, c'est toute ma vie. C'est ce que je sais vraiment faire. Shania Twain, la nouvelle égérie de la country. C'est la fille la plus chaude de la country. Je l'aime car elle a une âme, un cœur. Elle chante avec son cœur. Adorée des cow-boys, Shania Twain n'hésite pourtant pas à tirer sur les machos de tout poil. Elle a un regard très féminin. Elle est féministe? Oui, oui, dans le bon sens du terme. C'est merveilleux d'être une femme de nos jours. Je chante les choses de façon très positive, mais je fais très attention quand j'utilise le mot féministe, car beaucoup de gens pensent que les féministes sont des femmes aigries. Une féministe dont les meetings rassemblent des milliers de personnes. Shania qui entame une carrière internationale. Après les États-Unis, direction l'Europe, la petite indienne, toujours en chemin, part à la conquête du vieux continent. Voilà, c'était un sujet d'Olivier Lenouza et de Christophe Vignal. Je vous rappelle les principaux titres de cette édition. Un double attentat contre les intérêts américains en Afrique de l'Est, sans doute des voitures piégées qui explosent contre les ambassades de Nairobi et de Dar es Salaam. Les dégâts sont considérables. Il y aurait plus de 60 morts au Kenya et 6 dans la capitale tanzanienne. Le président Clinton parle d'actes répugnants et inhumains. Et puis la mise en examen de François Léotard, la juge le suspecte de blanchiment d'argent pour financer l'ancien parti républicain, une accusation que M. Léotard conteste. Voilà, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet qui nous annonce un temps extraordinaire. Le point route de Valérie Maurice, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20 h. Je vous souhaite une bonne soirée sur France 2 évidemment.